à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1 pour Franco Raptors, l'épisode 7 de la saison 2 sur les ondes du 105.1 et également à retrouver sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast. On n'oublie pas également chocfm.ca. C'est toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi. Salut à toi Patrick. Salut à toi Mike. On enregistre après juste la victoire des Raptors contre Atlanta Hawks. C'est un miracle qu'on a toujours la voix. On vient de commenter le match en direct. Ça va de mon côté. C'est encore clair, même si vous allez sentir un peu des rochers dans la gorge. Tout va bien, tout va bien. On est toujours là pour vous, pour ce Franco Raptors. Le sommaire, Patrick, il va être très très simple aujourd'hui. Il y a eu 2 matchs cette semaine. Les Raptors ont joué contre les Bucks de Milwaukee et ils ont joué ce vendredi contre les Hawks d'Atlanta à l'extérieur. 2 victoires pour les Raptors qui sont dans le positif pour la 2e fois de la saison, mais vraiment pour la première fois. Après avoir commencé une victoire, 4 défaites, ils sont maintenant à 5 victoires, 4 défaites. Les Raptors qui ont enchaîné 4 de suite. C'est la première fois depuis le mois de mars. Donc ça fait du bien de voir des Raptors qui gagnent. Le sommaire du jour, il est très simple. Dans un premier temps, on va revenir sur le match contre Milwaukee. Ensuite, on reviendra sur le match contre les Hawks. On aura un joueur de la semaine et la question du jour, comme d'habitude. En deuxième partie, on va se projeter sur le match contre les Sixers de Philadelphie, et puis on élargira un petit peu parce qu'on ne va pas prendre 20 minutes, 25 minutes à parler du match contre Philadelphie, mais on élargira à comment on voit la saison des Raptors maintenant, après ce bon début de saison finalement. À 1-4, tout le monde commençait à paniquer. Maintenant on est à 5-4, est-ce qu'il faut être hyper optimiste? Est-ce qu'il faut se dire les Raptors vont finir dans le top 4 de la ligue? Ou est-ce qu'on va mesurer? On va un peu parler de ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est encore à améliorer. Donc tout d'abord, on va commencer avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. L'actu des Raptors, c'est 2 victoires cette semaine. Une victoire sur le score de 128-100 contre les Bucks de Milwaukee. Elle a fait du bien, celle-là, c'était le match référence de nos Raptors. Et ensuite, ce vendredi, juste il y a quelques instants au moment de l'enregistrement, comme Patrick vous le disait en introduction, une victoire 109-97 sur le parquet des Hawks d'Atlanta dans la Coupe NBA. On va y revenir à cette Coupe NBA. Mais pour l'instant, parlons du match face aux Bucks. Patrick, les Raptors qui ont profité, il faut le dire, des Bucks qui jouaient 2 fois en 2 jours. Mais malgré tout, ce n'est pas forcément des matchs que les Raptors gagnaient la saison dernière ou même la saison d'avant. C'est toujours très important d'être capable de saisir l'occasion de gagner contre une équipe qui est en back-to-back. Oui, c'est vrai. Milwaukee avait joué la veille contre Indiana, un match très serré. Donc, Milwaukee avait gagné grâce à un dernier panier marqué par Giannis. Donc, les Bucks qui arrivent à Toronto le lendemain, qui vont jouer contre une équipe de Raptors qui avait gagné le match précédent contre Memphis. Et donc, gros match des Raptors, il faut le dire, parce que même en back-to-back, Giannis reste Giannis. Donc, ils ont pu défendre contre Giannis et les Bucks. Gros match des Raptors dans tous les points statistiques. Donc, ils ont fait 48% au tir contre 43% des Bucks. Au tir à 3 points, ça a marché un peu par rapport au match précédent. Ils ont fait un 15 sur 34 ce match contre Milwaukee qui a marqué 10 sur 36. Rebond, encore une fois, les Raptors ont dominé 47 rebonds contre 36 pour les Bucks de Milwaukee. Et bien sûr, les Raptors qui dominent toute la ligue en passes décisives. 30 pour les Raptors, seulement 24 pour les Bucks. Et donc, Scottie Barnes, RJ Barrett ont marqué de bons points. Il faut dire qu'après le match des Bucks, on avait 3 joueurs des Raptors qui ont 20 points et plus. Donc, Scottie Barnes, RJ Barrett et Brandon Ingram. Et Brandon Ingram qui n'a pas besoin de sortir un gros match, mais chaque fois
que les Raptors ont besoin d'un panier, il va donc être servi et puis il va livrer. Donc, comme on disait, nous, on était à la Scotiabank Arena, il ne joue pas au basket, il fait de l'art, comme a dit notre ami Serge Ibaka. Les Raptors qui ont bien défendu avec un Scottie Barnes, énorme défense contre Giannis, qui a marqué seulement 22 points. 22 points, c'est beaucoup, mais pour Giannis, c'est 22 points pour Giannis, c'est quand même une bonne performance. Et on a vu Scottie Barnes sur tous les points de vue du match, en attaque, en défense, au rebond, au pressing, à la contre-attaque. C'était une belle victoire des Raptors contre cette équipe de Milwaukee qui a quand même bien commencé la saison, mais face à la bonne défense des Raptors, ils ont succombé. Donc, il n'y avait même pas c'était même pas serré. Non, il n'y a pas eu de match. Et comme tu l'as dit, Giannis qui met 22 points, quand même seulement en 23 minutes 43, mais les Raptors qui ont su plier le match rapidement pour que Doc Rivers ne remette pas Giannis Antetokounmpo, qui peut-être en 30 minutes il aurait mis 30 points, mais c'était pas la peine de remettre Giannis dans ce match parce que c'était plié. Tu l'as dit, l'adresse à 3 points des Raptors, 44,7% à 3 points. C'est un match exceptionnel, ils en ont mis 17, c'est juste fou. Et surtout, ils ont perdu très peu de balles, seulement 10, qui ont apporté seulement 8 points aux Bucks en contre-attaque. Et à l'inverse, ils ont provoqué 15 pertes de balles qui leur ont rapporté 21 points. Ils ont réduit l'adresse à 3 points des Bucks à peau de chagrin, 11 sur 38, 28%. Ça avait été le gros problème lors du premier match contre Milwaukee, où en quatrième quart-temps, les Bucks avaient pris feu à 3 points. On n'arrivait pas à les arrêter. Et là, ça a vraiment fait la différence. Et pour terminer, un petit point sur les statistiques. Tu parlais de Scottie Barnes. 23 points, seulement 3 rebonds. Mais il n'était pas là pour ça. 6 passes décisives et surtout en défense, 4 interceptions et 2 contres. 6 stocks, comme disent les Américains qui mettent les steals et les blocs en même temps. 6 stocks. C'était la deuxième fois en 2 matchs que Scottie avait 6 stocks. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis RJ Barrett qui continue son efficacité. Faire plus en ayant moins, c'est un peu son mojo. C'est ce que lui a dit Michael Grange après le match. Il était très content. Il nous a confié que c'était après le match de Memphis. Il nous a confié que cette année, il a retrouvé la joie de jouer au basket. Il est resté aussi. Il est resté. Pour pas dire reposé. Mais il est reposé. Il a travaillé pendant l'été. Il n'a pas eu de joute internationale avec l'équipe canadienne. Et surtout, on se rappelle l'année dernière, il a perdu son frère notamment. Les Raptors n'étaient pas compétitifs. On avait eu vent que c'était pas du tout motivant pour lui, c'était frustrant. Et ben là, il nous l'a confirmé en français. Il ne l'avait pas forcément dit en anglais, mais je pense que le fait qu'il ait un vocabulaire un peu plus réduit en français, c'était l'une des choses qu'il savait dire. Je n'étais pas content l'année dernière, je n'avais pas envie de jouer. Et cette année, je suis très heureux de jouer au basket. Et oui, et puis donc le fait qu'il ait eu le temps de se reposer, de rester comme il le dit. Il n'y avait pas d'engagement avec l'équipe du Canada, donc il a pu travailler sur son jeu, il a pu bien se reposer. Et surtout, il le dit, il répète à chaque fois, la présence de Brandon Ingram fait bien son affaire. Parce que à chaque fois que les Raptors jouent, donc l'équipe adverse va mettre leur meilleur défenseur sur Brandon Ingram, ou bien 2 défenseurs sur lui. Donc, ce qui va ouvrir le jeu pour tout le monde. Et on voit que jusqu'à présent, RJ a été parmi les meilleurs attaquants des Raptors avec une moyenne de plus de 20 points. Mais ces points ne sont pas forcés. Soit sur catch and shoot parce que Brandon Ingram est pris et ça fait swing, swing, swing. Et là, il est ouvert, il va mettre le tir. Ou bien il va en pénétration à cause de la bonne défense qu'ils font. Donc, ils vont marquer en transition. Donc, il fait beaucoup avec moins d'efforts. Donc, ce qui ouvre un peu plus son jeu. Mais aussi, le match, pour revenir au match contre les Bucks, c'était un peu le match un peu tournant de IQ qui a marqué 15 points, qui était beaucoup critiqué dans la presse, mais qui avait son coach qui disait, c'est vous les journalistes qui dites tout ça, mais nous à l'intérieur, on sait ce qu'il peut faire, donc on sait que même s'il ne marque pas, on l'encourage à beaucoup tirer, donc 15 points. Et puis, il a créé un momentum qu'on a vu
ce vendredi soir contre les Hawks d'Atlanta. Donc, c'était vraiment une victoire nécessaire pour les Raptors pour un peu revenir sur le momentum. Et là, ils viennent de gagner donc 4 matchs de suite. Donc, ce qui n'était pas encore fait depuis le mois de mars dernier. Donc, là, les gens vont un peu se calmer parce que les premiers matchs, les gens s'inquiétaient. Ils disaient, il y avait même des gens qui s'interrogeaient. Les virées d'Arco. De virer d'Arco, mais là, on voit qu'avec la bonne défense, ils ont géré les pertes de balles et là, ils retrouvent la victoire, non seulement à domicile, mais à l'extérieur aussi. C'est une petite passe décisive pour les Hawks, mais je vais terminer sur ce match-là avec, après ce match-là, des stats qui nous ont été donnés par nos amis de Raptors République et de Samson Folk dans son très très bon podcast d'analyse, même si parfois ça va très très loin. Avec Patrick, on n'est pas tout le temps d'accord sur l'utilisation à outrance des chiffres avancés, mais quand même à noter l'efficacité de l'attaque des Raptors qui est à un point assez historique. Bien sûr, c'est qu'après 8 matchs, mais les Raptors n'ont jamais été aussi prolifiques en points par possession que sur ces 8 premiers matchs dans leur histoire. Bien sûr, c'est avec des pincettes. On va parler du match d'Atlanta, ça a été beaucoup moins prolifique, mais les Raptors aussi, c'est notre ami Kix de TSN qui a noté que les Raptors sont passés de l'une des pires attaques sur demi-terrain à la 5e de la NBA cette saison. Donc c'est quand même un saut qui est énorme et qui est vraiment à attribuer à Brandon Ingram. Tu as expliqué ce qu'il apportait à RJ Barrett, mais en fait, il apporte la même chose pour tous les joueurs de l'équipe. Il permet à chacun d'être dans le rôle qui lui convient. La saison dernière, il faut le dire, chacun était dans un rôle élargi. Donc c'était dans le but de développer les joueurs, mais il faut le dire, RJ Barrett faisait beaucoup plus que ce qu'il devrait faire par rapport à ses qualités. Même Scottie Barnes faisait beaucoup plus que ce qu'il devait faire par rapport à ses qualités. Emmanuel Quickley, on ne l'a pas vu malheureusement, mais tous les rookies aussi faisaient plus pour apprendre et ensuite être plus efficaces cette année. Et on voit vraiment l'apport de Brandon Ingram qui stabilise totalement cette attaque et on n'a même plus de doute sur le fait qu'il est capable de s'insérer dans le jeu de Darko Rajakovic. En fait, c'est une évidence parce qu'en fait, c'est un joueur qui ne monopolise pas la balle. On l'a déjà dit dans les autres podcasts, on ne va pas le répéter, mais c'est un joueur qui ne monopolise pas la balle et qui rentre parfaitement dans le collectif des Raptors et qui, dès qu'ils ont besoin d'un panier, par contre, c'est balle à Ingram et puis vas-y, crée-nous. Comme dans cette fin de match face à Atlanta. C'est moi qui te fais la passe décisive. Du coup, je me fais la passe, je te la remets en alley-oop. Les Raptors qui ont bien géré la fin de match. Parlons un petit peu de ce match contre Atlanta. Ça a été compliqué le début de match. Ça a été compliqué le début de chaque carton. En dehors du quatrième. Ouais. Ça me rappelle, ce match me rappelle un peu le tournant des Raptors en 2013 quand Massa est arrivé. Il a fait le trade de Rudy Gay. Et les joueurs qu'il avait amenés, c'était des joueurs qui jouaient en jeu moyen pendant 3 quarts-temps. Et en 4e quart-temps, ils jouaient la bonne défense. Et chaque fois, ils remontaient le score pour gagner. Ça a été le cas pour le match de ce vendredi contre Atlanta. À chaque fois, premier quart-temps, 2e quart-temps, 3e quart-temps, ils commençaient très mal. En certains moments, ils étaient 1 sur 11 au tir au 3e quart-temps. Mais ils restaient quand même dans le match. Ils n'ont jamais eu plus de 10 points, 15 points d'écart. Donc, ils restaient vraiment dans le match avec un match moyen de RJ et de Scottie Barnes en termes de scoring. Mais, 4e quart-temps, là, il y a un revirement. Ils ont mieux défendu. Ils ont bien attaqué. Ils ont commencé à mettre les tirs. Donc, ça a fait toute une différence. 4 minutes est passé sans que les Hawks marquent aucun point grâce à une bonne défense. Mais il faut dire aussi que depuis le match des Bucks, il y a le retour de Jakob Porter qui a donc joué un match énorme en 4e quart-temps ce vendredi face aux Hawks, qui a été très bon au rebond parce que c'était ça le problème. Chaque fois que les Hawks tiraient, c'est eux qui récupéraient donc second chance point, comme ils disent en anglais. Ils dominaient carrément les trois quarts-temps, mais en 4e quart-temps, Jakob Porter a décidé de prendre tous les rebonds. Et chaque fois que les Raptors prenaient le rebond, ça allait très vite en transition. Et donc là, RJ s'est mis à marquer, Scottie Barnes de même, et puis tir à 3 points risqué de RJ Barrett, mais qui met les Raptors avec des points d'écart. Et là, il faut dire aussi que c'était le NBA Cup, 2e victoire de suite des Raptors, qui sont premiers dans leur groupe avec cette victoire.
Donc Atlanta quand même a bien joué par rapport à leur premier match où vraiment les Raptors ont éclaté en troisième quart-temps. Mais là, malgré l'absence de Trae Young, ils étaient bons en attaque, ils étaient excellents en défense. Mais les Raptors ont mieux négocié le quatrième quart-temps pour bien finir et donc mettre à distance cette équipe de Atlanta. Et les Raptors qui tournent très bien, ça fait pour les fans, ça fait du bien de les voir jouer aussi bien en attaque qu'en défense. Quelques chiffres pour illustrer tout ce que vient de vous dire Patrick. Le quatrième quart-temps, les Raptors le remportent sur le score de 36-20. Seulement 20 points encaissés dans le quatrième quart-temps, alors que les Hawks avaient remporté... En fait, les Hawks ont remporté seulement le deuxième quart. Les Raptors ont toujours bien fini les quarts-temps. Les Hawks avaient remporté le deuxième quart 27-18 avec ce 0 sur 12 à 3 points des Raptors qui n'ont pas été capables de trouver d'autres solutions que tirer de loin. Ils étaient menés à la pause, mais ils ont bien réagi. Après un mauvais début de troisième quart, ils ont renversé la vapeur. Ils ont renversé la vapeur en remportant le troisième quart 29-24 et ensuite 36-20 dans ce quatrième quart-temps pour une victoire qui est large au final. Les Raptors qui s'imposent de 12 points. Et ça fait du bien, même pour le goal average, le point average, la différence de points, si on peut le dire en français. Et pour illustrer ce que tu disais, points en seconde chance, 21 pour les Hawks à 14. Mais ils sont qu'à 6 sur 18 au point en seconde chance. Ça veut dire que les Raptors, même s'ils ont concédé des points, des rebonds offensifs, ils ont quand même été capables de défendre ces rebonds offensifs, notamment en quatrième quart. Contre-attaque 21-11, ça fait un 10 points d'écart sur les contre-attaques. Et ça, c'est Raptors Basketball cette saison. 19 points marqués par les Raptors. 19 points marqués par les Hawks sur les 13 pertes de balles des Raptors. Ça, c'est un des points noirs de la soirée. Et les Raptors ont provoqué 19 pertes de balles des Hawks. Ils ont marqué 17 points à partir de ces pertes de balles. Et comme tu l'as dit, les performances individuelles des Raptors, Brandon Ingram qui met ses 20 points. Et je voulais parler de Brandon Ingram avant qu'on passe aux autres joueurs. Je voulais te faire la petite passe sur Brandon Ingram. Lui aussi, 7 sur 19 au tir. Ce n'était pas une grosse réussite, mais il a été décisif en fin de match. Et les matchs d'avant, il était beaucoup plus... il prenait des tirs à mi-distance, mais quand ça n'a pas marché, il a décidé d'attaquer. Et quand il a attaqué, il a eu des chances d'aller sur la ligne des lancers francs. Donc, ce qui lui a permis de marquer les 20 points. Il a quand même... Il a tellement d'habileté qu'il a... Là, je pense en anglais, il a beaucoup de skills in his bag, comme les gens disent. Il a plus d'un tour dans son sac, si on peut le dire ainsi. C'est ça. S'il est ouvert à 3 points, il va tirer. Si tu défends contre lui, il va dribbler, il va pénétrer. Et puis, il va aussi voir ses coéquipiers. Donc, il a bien tourné. Donc, 20 points. Tranquille pour Brandon Ingram. Il n'a pas besoin d'un match énorme en attaque pour faire un impact. Juste sa présence sur le terrain fait que ça ouvre le jeu. Et donc, en deuxième partie, ça a bien marché. Et ça a un peu ramené l'équilibre parce qu'en première partie, en début du match, il y avait énormément de pertes de balles. De part et d'autre, Brandon Ingram a perdu des ballons. Jakob Poeltl a perdu des ballons. Et là, quand ça s'est calmé, là, ils ont repris donc, le rythme et ils ont bien fini le match. Mais Brandon Ingram, 20 points. Donc, 20 points tranquilles, mais quand même qui amène les Raptors à cette victoire contre les Hawks qui ont joué quand même un bon match par rapport à leur première prestation contre les Raptors. Et pour illustrer également ce que tu dis, un match tranquille mais un impact énorme, plus 17. Plus 17. C'est le meilleur différentiel des Raptors au final sur cette rencontre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la fin de match. Tu donnes la balle à Brandon Ingram, il va te créer son tir, il va marquer. Le tir à mi-distance qu'il met dans le clutch time, dans le temps décisif du match. Il y a une petite perte de balle à un moment. Oui, mais ça, c'est normal. On le disait pendant le match, pendant le direct, il va en rater un, mais on sait que les prochains, ça ne sera pas un problème. Ouais. Et RJ Barrett, Patrick, qui met ce tir à 3 points à la fin alors qu'il reste 16 secondes. Le match est presque plié, mais c'est un risque parce que les adversaires peuvent revenir s'ils ratent. Mais RJ Barrett qui met ses points dans le quatrième quart-temps, puisqu'il termine avec 19, il était longtemps à 6 points, je crois. 6 points. Il était à 6 points pendant longtemps et en quatrième quart-temps, il a fait un switch. Et là, il a commencé à attaquer, il a commencé à mettre les tirs avec un petit flotteur à la main gauche qui, à chaque fois, c'était dedans.
Mais je pense que le match qu'a sorti Jakob Porter a ouvert le jeu pour tout le monde parce que quand il a pris le rebond, ça permettait donc les Raptors qui sont très bons en transition, donc de courir et puis de marquer avant que la défense des Hawks n'arrive. Gros match de R.J. Barrett qui finit cette rencontre avec combien? 19 points. 19 points, près de sa moyenne. Donc les 5 de départ ont bien joué, mais un match énorme de Quickley. On va y venir, c'est le joueur de la semaine. Mais pour terminer, avant d'aborder Quickley, un gros encore coup de chapeau au banc des Raptors qui apporte énormément. 3 joueurs qui ressortent encore. On pourrait en mettre 4 avec Colin Murray-Boyles, mais je voulais faire un focus vraiment sur Jamal Shead, en ayant marqué 0 points. 0 points. C'est un impact très intéressant. 0 points, seulement 2 passes décisives, mais on a l'impression qu'il a eu un impact énorme. Non seulement, donc pour lui, qu'il marque, qu'il ne marque pas, il va faire un impact sur le match. Le premier impact, il a attaqué la raquette. Parce que le problème avec les 5 de départ, c'était comme l'attaque stagnait, la balle ne tourne pas et n'entre pas dans la raquette. Mais dès qu'il est entré, donc il a commencé à attaquer la raquette. Et chaque fois qu'il attaque la raquette, il sort le ballon à l'extérieur et c'est un tir ouvert. Donc ça, c'était bien. Deuxièmement, c'est l'énergie en défense. Lui, quand il joue en défense, il ne va jamais à moitié. Donc, il y a une balle qu'il a pris dans les mains de Porzingis. Ils ont sifflé faute, mais c'était beau à voir l'intensité contre, contre Porzingis sur cette possession. Donc, quand il est dans le match, il joue à fond. Et c'est vraiment, j'avais l'impression de voir un Kyle Lowry. Et le nombre de fautes offensives qu'il fait commettre à l'adversaire à chaque match, c'est vraiment beau à voir l'énergie de Jamal Shead. 0 point, mais avec un impact énorme. Il était plus 7 dans le... comment on dit en français? Dans le différentiel. Des différentiels. Donc l'impact sur le terrain de Jamal Shead était là. Mais le banc des Raptors, cette saison, c'est énorme. Donc Sandro, Jamal Shead et Grady Dick. À plus 7, c'est les 2 autres dont je voulais parler. Ouais. Mamoukelashvili, 12 points, 6 rebonds. Et aussi, on voit qu'il se bat en défense. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un point faible en défense. Mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas un protecteur de cercle. Mais il se bat défensivement. Et il a un bon déplacement latéral pour défendre sur les joueurs qui essayent de le driver. Ce n'est pas lui qui va défendre sur le 5 adverse. Du coup, la plupart du temps, c'est soit Colin Murray-Boyles ou Scottie Barnes quand il lui est associé. Mais vraiment, c'est très, très intéressant. Et puis en attaque, il crée ce spacing. Toujours à droit à 3 points. Ce soir, il est à 1 sur 4 finalement. Il n'est pas si adroit que ça. Mais quand même, il est une menace. Ouais. Et il est à 5 sur 9 au tir parce qu'il ne fait pas que tirer à 3 points. Oui, c'est ça. Donc, gros match de Raptors. Et puis, tu m'as indiqué une statistique assez intéressante. La présence de Sandro dans le terrain. Tous les meilleurs 5 des Raptors de on-off cette année, ils sont avec Mamoukelashvili. Et une grande partie avec Grady Dick également. Grady Dick qui a joué. Grady Dick qui est vraiment dans la rotation devant Jacoby Walter et Ochai qui ne joue même pas depuis les 2 derniers matchs. Donc Darko semble avoir trouvé la bonne rotation. Et si ça ne marche pas, là, on sait que Jamison Battle va entrer, il va faire sa magie. Darko a trouvé sa rotation depuis que Jacob Porter est revenu. Donc CMB est là. Donc ça semble marcher. Donc on garde espoir qu'il n'y aura pas de blessure. Parce que cette équipe de Raptors, c'est vraiment solide. C'est vraiment solide avec un début de saison un peu difficile. Mais là, ils reprennent le rythme, ils reprennent... ils nous donnent l'image qu'on attendait depuis la pré-saison. Là, c'est vrai qu'on a tout ce qu'on imaginait de ces Raptors et peut-être même plus pour certains joueurs auxquels on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils aient un impact aussi important. CMB, on attendait l'impact défensif. Il met encore un tir à 3 points ce soir. Il ose les prendre. Hein. Il avait raté le même dans le coin. Ouais. Il a retenté sa chance. Je te propose qu'on parte en pause parce qu'on a été quand même assez long là-dessus. Et quand on revient, on parle du joueur de la semaine, la question du jour. Et ensuite, on terminera en se projetant sur le match de Philadelphie. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1. C'est Mike Laviole et Patrick Bizindavi pour Franco Raptors. À tout de suite.
Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour. Mike Laviole, Patrick Bizindavi, c'est toujours votre duo pour Franco Raptors et pour les matchs à l'extérieur, en direct sur les ondes du 105.1. On en sort juste de ce match face à Atlanta. Vous nous écoutez au lendemain de cette rencontre remportée par les Raptors. Et dans cette victoire des Raptors, Patrick, le joueur de la semaine, tu en as déjà un petit peu parlé. Il a commencé à monter en puissance contre Milwaukee. Darko Rajakovic a été interrogé sur lui en conférence de presse d'après-entraînement. Il lui a donné son soutien, tu l'as dit. Il a dit, c'est vous les journalistes, c'est vous le grand public qui veulent créer un problème Quickley. On n'a pas de problème Quickley. Et Quickley qui a signé son meilleur match. 18 points, 5 sur 11 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. Et aussi un impact défensif avec 3 interceptions. On l'a dit pendant le direct, la défense loin du ballon, c'est vraiment très très bon pour Quickley. Et homme à homme, il n'a pas été dépassé plus que ça. Ça sera l'une des clés du match prochain dont on va parler après. Mais là, Quickley, c'est le joueur de la semaine pour sa montée en puissance. Ah oui, 15 points contre Milwaukee, 18 points contre les Hawks d'Atlanta. Là, on retrouve le Quickley qu'on attendait. Et puis, dans les défaites, les premières défaites des Raptors, c'était les guards qui nous battaient. Oui. C'était vraiment... Et même les remplaçants. Surtout les remplaçants qui nous battaient. Mais là, depuis que Emmanuel Quickley a retrouvé donc la forme, là, il joue mieux en défense. En attaque, parce que c'était vraiment la prise de décision qui était un problème pour lui. Des fois, il attaquait trop vite, il tirait trop vite. Mais là, on retrouve donc le Quickley qu'on attendait. Mais ce que j'ai pu remarquer chez lui, il a donné même l'entrevue après l'entraînement. Lui, il n'a jamais perdu confiance en lui. Il sait ce qu'il peut faire. Il a la confiance de son coach qui lui dit, même si ça n'entre pas, continue à tirer. Et là, on voit que non seulement il retrouve la joie de jouer, et puis là, son impact, c'est énorme. Contre Atlanta, 18 points. Et c'était des points que les Raptors avaient besoin. Donc, chaque fois qu'il était ouvert, il a laissé les tirs à 3 points. Il a défendu. 1 contre 1, ce n'était pas son fort, mais sans ballon, il sait bien se positionner. Et donc donc, il gagne bien les millions que les Raptors lui paient cette saison et les saisons à venir. Donc, ce qui est très bien de voir Quickley jouer ainsi, c'est en pré-saison, on se demandait comment est-ce que les 5 de départ vont jouer ensemble. Et comment est-ce qu'ils vont cohabiter. RJ, mais là, il nous donne... Il ne donne pas raison à tout le monde, mais il donne raison aux gens qui ont cru en eux. Ça tourne très bien. 3 joueurs qui tournent à plus de 20 points. Et là, Emmanuel Quickley qui devient le général, qui va distribuer les passes qu'il faut. Donc, énorme match de Quickley. Et je pense que ça, depuis le match des Milwaukee Bucks, c'était un tournant. 15 points, 18 points ce soir. On va espérer que contre Maxi, et les Philadelphia Sixers, ça va être la même chose. Ça va être autre chose, on va en parler dans quelques instants et je regarde les stats. Par contre, c'est quand même très très régulier à la passe. 6 passes ce soir, 7 passes contre Milwaukee et les matchs précédents, c'était pas mal aussi. Donc oui, j'étais assez critique sur le fait que ces passes décisives, c'est pas des passes sur pick and roll, des passes compliquées. Mais malgré tout, il fait tourner l'attaque, donc on va pas lui reprocher ça. Et puis les pertes de balles, c'est aussi intéressant. Seulement 2 pertes de balles ce soir. Et je crois contre les Bucks, c'était aussi très intéressant. Il avait perdu qu'un seul ballon. Donc Quickley qui retrouve de l'impact, c'est vraiment très positif. Et comme tu dis, ce 5 de départ, encore une fois, on a tous les joueurs qui sont à 10 points ou plus. 20 points pour Ingram, 14 pour Barnes, 12 pour Poeltl, 19 pour Barrett, 18 pour Quickley. Et si on continue, le banc
12 pour Mamou, 11 pour Grady. Ça fait 7 joueurs à 10 points ou plus. Et là, c'est toute l'idée qu'on a du jeu de Darko Rajakovic, très critiqué en début de saison. Je ne sais pas pour quelle raison. Après 4 matchs, ça y est, il faut le virer. Nous, on n'était pas du tout dans ce discours-là. Non. Et les Raptors, qui sont la meilleure équipe de la NBA aux passes décisives, ce soir, c'est que 23, bizarrement, parce qu'il y a eu plus de jeux en transition. L'attaque a moins bien marché. Les Raptors ne mettent que 109 points. Mais c'est vraiment la défense qui a gagné ce match avec 97 points encaissés. Dans ces NBA d'aujourd'hui, c'est vraiment un très très gros match d'encaisser moins de 100 points. Donc ça, c'est à souligner. Mais le ballon qui circule bien, chacun qui crée ses opportunités, qui a ses opportunités et tout le monde qui met la main à la pâte en attaque, c'est vraiment beau à voir. Maintenant, on va passer à la question du jour. Justement, je me posais une question parce que les 2 derniers matchs, c'est les meilleurs matchs d'Emmanuel Quickley et ça coïncide avec le retour de Yak. Exactement. Est-ce que les deux sont liés? On ne sait pas, mais le fait d'avoir Yak sur le terrain fait que Quickley devient le Quickley qu'on attendait. C'est peut-être le duo Yak-Quickley qui marche. Donc Yak qui était absent à cause des douleurs au dos, qui est revenu contre les Bucks. Et là, c'est le match tournant de Quickley. Yak qui joue encore une fois vendredi soir contre les Hawks et un gros match de Quickley. Peut-être la combinaison. Ce serait la question à poser à Darko. Je pense que tu as dit on ne sait pas, mais en vrai on sait. Et ce que tu dis, c'est la vérité parce que Quickley profite des écrans de Jakob Poeltl, que ce soit en tête de raquette où il shoot à 3 points derrière, et on sait que les écrans de Yak sont excellents, le joueur n'arrive pas à faire le tour. Et la deuxième chose, en pénétration sous le cercle, on sait que Yak aime bien faire le Gortat screen, l'écran à la Gortat, et il libère des espaces à Quickley qui peut soit finir par son flotteur où il y a moins de monde autour de lui, soit aller au cercle. Et on sait que c'est un élément très important. Depuis son arrivée, on ne l'a pas vu la saison dernière parce qu'il a été énormément blessé, mais on se rappelle qu'à son arrivée, les 2-3 mois qu'il avait joué avec Yak, on avait vu cette connexion et on avait même vu des passes décisives de Quickley à Yak sur des pick and roll. La chose qu'on critique un peu chez Quickley, qui ne crée pas des différences à la passe, on l'avait vu avec Yak. Et là, il n'y a que 2 matchs entre eux. Ça va peut-être petit à petit continuer à se mettre en place et on va voir si justement Quickley continue à garder cette belle entente avec Yak et s'il arrive à lui donner encore plus de passes décisives. Yak, c'est excellent aussi ce soir, il finit à 12 points et encore des finitions 4 sur 5 au tir. On ne va pas revenir sur Yak parce que ce n'est pas le joueur de la semaine, on est dans le joueur de la semaine, mais passons à la question du jour maintenant pour continuer. Les Raptors qui sont leaders de leur groupe en NBA Cup, est-ce que c'est enfin la saison des Raptors dans cette coupe NBA? Parce que les deux dernières éditions, les Raptors ont perdu très rapidement. Ils étaient parce éliminés. Ils ne cherchaient pas à gagner de toute façon. Et puis ils ont eu des débuts difficiles l'année dernière, notamment avec tous les blessés. Est-ce que cette année, c'est l'année des Raptors pour aller au moins en phase finale? Jusqu'à présent, oui. 2 victoires de suite. Ils sont premiers dans leur groupe. Et j'ai écouté l'analyse de TSN avant le match contre les Hawks. La NBA Cup, c'était le tournant pour les Pacers. Donc, ils sont arrivés en finale de la NBA Cup contre Milwaukee. Milwaukee qui a gagné contre Indiana, mais c'était le tournant pour Indiana qui ont commencé à croire en eux. Et l'année suivante, ils arrivent en finale de la NBA. Est-ce que ça va être la même chose pour les Raptors avec ces 2 victoires de suite? Il est vrai que la NBA Cup, oui, bon, c'est des matchs de saison, mais ils n'ont pas vraiment la même importance que la Coupe NBA. Mais monétairement, il faut dire que les joueurs qui vont gagner la NBA Cup, ils vont être bien payés. Mais le fait déjà d'avoir 2 victoires de suite, ça leur donne une grosse occasion de se qualifier pour la suite. Mais je pense que si tu demandes à Darko, il va dire c'est un match comme les autres. Mais je pense que pour le moral, pour la confiance en soi, ça a de la valeur. Donc 2 victoires de suite, ils sont premiers dans le groupe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que oui, on peut s'attendre à ce que l'équipe continue à être compétitive parce que, contrairement à la saison dernière, là, ils veulent gagner. Donc, ils vont tout faire pour gagner. Donc, je pense qu'ils ont une chance non seulement d'avancer, mais d'aller loin dans cette NBA Cup. Donc, quitte à ce que demi-finale, finale, pourquoi pas. Mais c'est une équipe qui va faire vraiment du bruit, surtout à l'Est. Surtout à l'Est, il y a des places à prendre. Après le match de vendredi, ils sont 7e. Mais s'ils gagnent contre Philadelphie, là, ils vont aller dans le top 6.
Et pourquoi pas, moi j'y crois, s'il n'y a pas vraiment de blessure, cette équipe peut aller loin, non seulement en saison, mais aussi dans la coupe de la NBA Cup. Et oui, parce qu'il faut rappeler, comme tu l'as dit, les matchs comptent pour la saison régulière. Donc les Raptors, eux, veulent continuer à augmenter leur bilan. Et surtout, ils ont affronté sur le papier les deux équipes les plus fortes de leur groupe à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Cleveland et les Hawks. Il reste un match contre Washington qui s'est fait exploser par Cleveland ce soir. Et un match contre Indiana. Bon, attention, Indiana a tenu un peu en échec Milwaukee. Il y a Pascal Siakam. Mais malgré tout, Indiana et Washington sont les deux pires bilans de la conférence de l'Est cette année. Donc, sur le papier, il y a de quoi faire pour les Raptors. S'ils gagnent ces deux matchs, ils seront premiers de leur groupe et ils iront dans la phase finale de cette Coupe NBA. Et après, derrière, c'est une motivation, comme tu dis, une motivation monétaire, une motivation d'avoir un titre. Et tu as très bien fait de le souligner, les Pacers, ça avait lancé un petit peu cet élan il y a 2 ans déjà, puis l'année dernière. Donc, ils avaient perdu en finale contre les Lakers, je crois. Non, ils avaient perdu en demi-finale contre les Bucks l'année dernière. Ils sont arrivés en finale, oui, en demi-finale contre les Bucks, ouais. C'est ça, mais ils avaient, l'année d'avant, éliminé les Bucks, ils avaient fait un beau parcours, et ça avait lancé un petit peu la folie autour de ces Pacers. Donc, affaire à suivre, ça va être très, très intéressant. Mais les Raptors, là, se sont mis dans une très bonne position. On sait que cette Coupe NBA, à partir du moment où tu perds un match, ça devient très compliqué, surtout quand tu perds les premiers matchs. Là, ils ont remporté les 2 premiers, donc on va suivre ça de près. Avant de passer au match contre Philadelphie, un petit crochet par la G-League, Patrick, puisque les 905 ouvraient leur saison ce soir. Eux aussi, ils jouaient contre les Hawks d'Atlanta. Enfin, c'est pas les Hawks, c'est les Skyhawks d'Atlanta. Et ils se sont largement imposés. J'ai pas retenu le score. Mais c'est une victoire très très large, 130 à 100, je crois. Ouais, à ce moment, ils étaient devant de 30 points. Exactement. Premier match, première victoire. Il est vrai que la G-League, les équipes telles qu'elles sont, ne vont pas être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais l'équipe des Raptors, si elle reste comme ça, on a vraiment une chance d'aller loin. On a eu Jonathan Mogbo qui a été envoyé à l'équipe G-League parce qu'avec le retour de Jakob Poeltl, c'était très difficile de lui donner du temps de jeu. Donc, ils ont décidé de l'envoyer aux 905 qui ont joué leur premier match ce vendredi avec un 5 de départ de Jonathan Mogbo, Olivier Sarr, Elijah Martin, Chucky Hepburn et AJ Lawson. C'est fort. C'est très fort. C'est vraiment très fort. C'est fort. AJ Lawson qui finit avec 24 points, meilleur marqueur du match, plus 34 de différentiel. On sait que AJ Lawson, c'est pas un joueur de G-League. C'est un joueur NBA carrément. C'est un joueur NBA, ouais. AJ Lawson. Chucky Hepburn, 12 points, 10 passes décisives, 5 interceptions et 4 pertes de balles, plus 25 de différentiel. Elijah Martin, bonne entrée en matière aussi pour lui, 22 points, 6 rebonds, 5 passes et un joli 4 sur 7 à 3 points. Et enfin, J-Mo qui a fait 16 points, 12 rebonds, 7 pertes de balles, c'est le petit point noir, mais 7 sur 11 au tir, il n'a rien eu à forcer, plus 24 de différentiel. Et petite déception, Olivier Sarr, j'ai pas réussi à avoir l'information parce qu'on n'a pas regardé le match en même temps. Seulement 6 points, mais seulement 16 minutes. 16 minutes. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce que c'était un choix de l'entraîneur? On va suivre ça dans les jours à venir. Le banc qui a été aussi plutôt pas mal, mais c'est vraiment ce 5 de départ qui a été dominant. Donc, Jonathan Mogbo qui a joué 27 minutes, ce qui était impossible avec le Raptors. Exact. De jouer 27. Et c'est ça l'objectif, donc lui donner l'occasion de pouvoir jouer autant de minutes. Aussi, le retour aux Raptors de Patrick McCaw, le champion NBA qui est de retour. Donc, aux Raptors, il a joué 16 minutes, il a marqué 5 points dans cette victoire contre l'équipe d'Atlanta. Et enfin, pour noter au niveau des francophones, Quincy Guerrier qui n'était pas sur la feuille de match, on va essayer d'aller à la pêche aux informations également pour savoir pourquoi le Québécois n'était pas avec l'équipe. Et pour finir, Julian Reese, 7 points en 20 minutes, plus 22, 9 rebonds. C'est plutôt pas mal également pour le frère de la star de la WNBA. On termine, Patrick, en se penchant sur la rencontre qui aura lieu ce soir au moment où vous nous écoutez. Vous pourrez nous retrouver en direct sur les ondes de Choc FM 105.1 à partir
de 19h30. Les Raptors qui se déplacent chez les Sixers de Philadelphie. Un gros match pour contre une équipe de Philly qui débute bien sa saison. Oui. Avec surtout, pas forcément un Joel Embiid en forme, il est un peu l'ombre de lui-même, mais un duo à l'arrière, Vijay Edgecombe, Tyrese Maxey qui sera à surveiller. C'est vraiment les clés du match, la capacité des Raptors à défendre sur ces deux-là. Patrick, parle-nous un petit peu de ce match à venir contre Philly. Philadelphie qui avait bien commencé les premiers matchs. Là, au moment où on vous parle, ils sont 5e, mais quand ils gagnent très fort avec ces arrières-là. Edgecombe et Maxey qui sont des joueurs. Edgecombe qui est un rookie, mais qui ne joue pas comme un rookie. Le premier match, il a explosé. Et donc, Embiid qui est limité parce qu'il joue un match, il ne joue pas de back-to-back. Il joue un match, mais il joue 14-15 minutes. Mais Philadelphie, qui joue sans Paul George. Paul George, mais qui retrouve la victoire. Une équipe de Philadelphie l'année passée qui a tanké. Il jouait presque pas, mais là, ça commence bien. Donc, surtout les Raptors, historiquement, ne sont pas très bons en back-to-back. Donc là, il faudra s'attendre à un match dur contre les Sixers. Et on sait que Nick Nurse, c'est quand même un bon coach avec une bonne stratégie offensive et défensive. Mais les Sixers ils ont un momentum qui marche avec eux. Donc, en espérant que c'est peut-être la raison pour laquelle Ochai Agbaji n'a pas joué vendredi, pour le faire jouer samedi, parce que les arrières des Sixers sont vraiment très forts. Maxey, c'est Speedy Gonzalez. Quand il prend la balle, il est très, très rapide. Donc, avec le rookie en arrière, c'est une équipe de Philadelphie qui a bien démarré la saison. Donc, ce sera une rencontre que les Raptors devront bien négocier. Il faut bien défendre. Il faut pas perdre de balle parce que si tu perds la balle contre Philadelphie, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, s'ils jouent comme les premiers cartons qu'ils ont joué contre Atlanta, là, ils seront dans des trous. Ben, ça va être intéressant. Je pense que, comme tu l'as dit, la clé de cette rencontre pour les Raptors, ça va être la défense extérieure sur les deux arrières, mais aussi sur Kelly Oubre Jr. qui fait un très très bon début de saison. C'est toute la ligne extérieure des Sixers qui fait un bon début de saison. Maxey joue à un niveau All-NBA, All-Star, All-NBA, il tourne à 27 points par match, il est inarrêtable et on sait que historiquement, les Raptors ont eu du mal face à lui, que ce soit Jamal Shead, Quickly, je n'en ai pas trop le souvenir, mais en tout cas, Jamal Shead, je sais qu'il a eu beaucoup de misère face à lui. À l'époque, c'était Fred VanVleet aussi qui avait galéré contre Tyrese Maxey. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui arrive à l'arrêter dans ce début de saison. Mais je pense que les Raptors auront vraiment leur chance parce que je pense qu'ils peuvent dominer dans la peinture. Ah oui. Là, honnêtement, Joel Embiid, c'est l'ombre de lui-même. Il est limité athlétiquement. Ça fait un peu mal au cœur de le voir comme ça. Je pense que Jakob Poeltl sur pick and roll peut prendre l'avantage sur lui. Et surtout Scottie Barnes, face à la défense intérieure des Sixers, il va devoir faire un très gros match. Brandon Ingram, je ne me fais pas de soucis. Je me demande qui va devoir défendre sur lui. Est-ce que ça sera Kelly Oubre? Je pense que Ingram peut faire aussi un très très gros match. Après, ce qu'il faudra voir, c'est l'état de santé des Raptors, l'état du physique. Est-ce qu'ils ne seront pas fatigués après un match qui a été quand même âpre contre les Hawks? On sait qu'il y a le voyage. C'est un peu comme à Milwaukee. Ils vont arriver à Philadelphie vers 2h du matin. Ouais. Il faudra récupérer vite. Il n'y aura pas de shoot-around et se mettre très vite dans le match. Mais je trouve que c'est un très très bon test pour les Raptors face à une équipe qui est finalement dans le rang des équipes qui peuvent faire compétition aux Raptors. Je ne mettrai pas Philadelphie dans le top de la ligue parce qu'ils ont fait un très très bon début de saison, mais on a vu qu'ils ont perdu contre Cleveland, par exemple, quand Cleveland était de retour au complet. Donc ça va être très intéressant pour situer ces Raptors encore dans la hiérarchie de cette conférence Est. Ils ont battu les Bucks, ils ont battu 2 fois Atlanta. Maintenant, on peut se dire qu'ils sont au-dessus d'Atlanta. Avec Milwaukee, c'est une victoire, une défaite. Cleveland n'était pas au complet, on va leur donner ça, mais on va les rejouer bientôt Cleveland aussi. Donc ça sera un bon test face à eux. Mais là, je pense que c'est un bon moyen de se jauger face à une équipe de Philadelphie qui fait un bon début de saison, qui est dangereuse, qui a un coach
en Nick Nurse qui a de très bonnes stratégies défensives. Je serais un peu moins d'accord avec toi sur les stratégies offensives, mais on va pas lancer un débat là-dessus. Mais qui ont des joueurs individuellement très forts. Donc ça va être un très très bon test pour nos Raptors et on a hâte d'y être, mais c'est dans pas si longtemps au moment où vous nous écoutez. Moi, je suis curieux de voir le banc des Raptors contre le banc de Philadelphie. Parce que le banc des Raptors, quand même, ils sont très bons. On l'a vu ce vendredi, Jamal Shead, Sandro, CMB, Grady Dick, Ochai Agbaji peut revenir et défendre. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais je suis, avec le momentum que les Raptors viennent de créer les 4 derniers matchs, je suis vraiment très optimiste face aux Sixers. Comme tu le dis, en back-to-back, ce n'est pas aussi évident. Mais il y a une possibilité de gagner contre les Philadelphie. Ils ne sont pas invincibles. Si on parvient à avoir une bonne défense, si on parvient à bien garder le terrain et puis d'attaquer la raquette, je pense qu'il y a moyen de prendre ce match-là. Oui, parce que Vijay Edcombe est un bon défenseur, mais Maxi, ce n'est pas non plus une assurance tout risque en défense. Et je pense que tu as raison. La deuxième clé du match, la première, c'est vraiment de tenir les arrières au maximum. Maxi, peut-être, il fera un match à 30 points parce qu'on ne va pas réussir à l'arrêter. Mais essayer aussi, de l'autre côté, d'attaquer cette défense. Et la troisième clé, vraiment le banc qui peut apporter. Parce que derrière Joel Embiid, c'est quand même encore André Drummond et Adem Bona, qui n'est pas non plus un joueur fantastique à l'intérieur. Ils ont perdu Yabusele au centre, donc... Ils n'ont plus Yabusele. Kyle Lowry ne joue pas beaucoup. Il y a le retour de leur rookie de l'année dernière qui va être à surveiller. McCain, ça va falloir voir aussi en sortie de banc quel duel il peut livrer avec les arrières des Raptors. Mais honnêtement, il y a les ingrédients. Même si on fait moins jouer peut-être les titulaires s'ils sont fatigués, le banc peut vraiment avoir une chance. Et puis on a toujours un Jamison Battle qui peut sortir de nulle part. On va avoir un Ochai Agbaji qui n'a pas joué ce soir, qui aura certainement à cœur de montrer que lui aussi peut prendre des minutes. Et qui va défendre contre Brandon Ingram. ça sera une autre question parce que s'il commence à mettre ses tirs à mi-distance, ça va être difficile de battre ces Raptors. Exactement. Donc, on se retrouve ce soir sur les ondes de Choc FM 105.1. Ça sera toujours moi et Patrick parce que c'est les matchs à l'extérieur. Vous allez nous avoir 5 matchs de suite. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous lasser de nous. On sera là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, retrouvez cette émission en rediffusion vidéo sur YouTube, également sur chocfm.ca et sur toutes vos plateformes de podcasts, de rediffusion, de balado. Appelez ça comme vous voulez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et Patrick, comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors pour une 5e victoire de suite.